De tout temps, les films d'horreur n'ont cessé d'évoluer, ainsi que leur genre par la même occasion. Et quand on vous parle de slasher, difficile de ne pas penser au Griffes de la Nuit, Halloween, Scream, Massacre à la tronçonneuse et bien évidemment Vendredi 13. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de Jason Voorhees, personnage mythique de la saga Vendredi 13, une saga qui avait si bien commencé qui a été tant de fois massacrée par les opus de trop. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est The Cinéva. Aujourd'hui on va parler du mythique tueur de Eden Lake, Jason Voorhees. Allez, c'est parti, générique. S'il y a bien un tueur que tout le monde redoute, c'est bel et bien Jason Voorhees. Mais malgré le peu de films que vous avez sûrement vus à son sujet, connaissez-vous vraiment toute l'histoire de ce personnage ? Pour commencer notre récit, aventurons-nous donc dans la petite ville de Crystal Lake et plus précisément le 13 juin 1946, où un nouveau-né prénommé Jason Voorhees voit le jour. Malheureusement, ce nouveau-né est atteint de déformations faciales graves, d'hydrocéphalie, d'une tête anormalement grosse et d'handicaps mentaux. Et tous ces facteurs ont donc crispé sa mère, très protectrice, et l'obliger en quelque sorte à isoler Jason de toute communauté. Elle va donc par la suite l'élever et le rendre dépendant, dans l'incapacité de lui désobéir et ne sachant pas se débrouiller sans elle. Quelques années passèrent et nous sommes désormais durant l'été 1957, date à laquelle tout a basculé pour Jason. Alors que Jason Voorhees se fait martyriser par ses camarades au camp de Crystal Lake, les maîtres nageurs sont occupés à coupuler plus loin et le jeune Jason se fait donc jeter dans l'eau et meurt noyé quelques minutes plus tard. Heureusement pour lui, Jason sera ressuscité miraculeusement et vivra durant presque 20 ans dans les bois entourant Crystal Lake, disposant de capacités particulières qui lui ont conféré en quelque sorte une certaine immortalité. Bien évidemment, jusque-là, Jason n'avait aucune envie particulière de meurtre ou de traque sans relâche, il vivait juste simplement sa vie. Mais là où tout va basculer une nouvelle fois pour lui, c'est malheureusement durant l'été 1979. Alors que les fils des fondateurs du camp de Crystal Lake souhaitent réouvrir celui-ci, la mère de Jason, folle d'apprendre cette nouvelle et ne sachant pas que Jason est encore en vie, décide de décimer tout le camp de Crystal Lake à l'exception de Alice Hardy qui réussira à décapiter Pamela sous les yeux de son propre fils. À la suite de cet événement, Jason récupéra les affaires de sa mère, sa tête ainsi que la machette qui avait servi à la tuer pour pouvoir faire par la suite un hôtel dédié à celle-ci. Directement après, il commettra son premier meurtre puisqu'en effet il traquera la meurtrière de sa mère et l'assassinera avec un pic à glace après avoir soigneusement pris l'initiative de l'effrayer avec la tête de sa mère dans le réfrigérateur d'Alice. Suite à cet assassinat, il prendra le corps d'Alice et le placera sur l'autel de sa mère pour montrer en quelque sorte qu'elle était vengée. Après ces événements, pas mal d'années passèrent et les massacres commencèrent vraiment durant l'été 1984. Alors que des jeunes souhaitent faire la fête au camp de Crystal Lake, Jason voit ça comme une intrusion et celui-ci, bien déterminé à éliminer tout intrus, va donc prendre la décision de les observer et les traquer jusqu'au dernier, ne leur laissant aucune chance. Cependant, Jason fit une erreur qui lui coûtera cher puisque celui-ci, attendant de nouvelles victimes, attrapa et assomma un prénommé Paul qui venait tout juste d'arriver au camp, accompagné par son assistante Ginny qui elle par contre s'échappa et trouva le sanctuaire que Jason avait érigé en l'honneur de sa mère. Comprenant la folie qui habitait Jason, celle-ci prit la sage décision de se vêtir avec les habits de sa mère pour faire croire à Jason qu'elle était sa mère. Juste assez de temps pour que Paul reprenne confiance en lui et s'attaque à Jason, permettant dans le feu de l'action à Ginny d'attraper une machette pour essayer de tuer Jason. Malheureusement, le coup, aussi violent soit-il, ne permettait pas à Ginny de tuer Jason, et celui-ci portera donc un coup violent, l'assommant. Le lendemain, Ginny sera retrouvée inconscient par des ambulanciers et concernant Jason et Paul, eh bien, ils auront disparu mystérieusement. Quelques temps après, Jason, toujours en vie, vous en doutez pour notre plus grand bonheur, s'est donc rendu vers un petit magasin sur la route pour avoir de nouveaux vêtements. Et là vous me direz qu'au final, ce moment-là de l'histoire a peu d'importance. Eh bien non, puisque figurez-vous qu'après ces événements, Jason continuera son chemin, toujours dans les environs de Crystal Lake, je le rappelle, et tuera toute une bande d'amis et où il fera, à ce moment précis, l'acquisition du fameux masque de hockey, à la place de son vieux sac qu'il travaillait déjà depuis, pas mal de temps. Bon après, dans son histoire, l'obtention de ce fameux masque varie, car si on prend son histoire dans le remake de 2009, celui-ci l'obtient en le trouvant par hasard après avoir tué un pauvre malheureux. Nous sommes donc toujours dans les années 80, et Jason, continuant ses massacres, se fait finalement avoir puisqu'il se fera prendre au piège et recevra un coup de hache à la tête qui l'assommera sur le coup. Après cet événement, Jason sera retrouvé à la morgue avec le reste de ses victimes, enfin, celles retrouvées. Mais la suite des événements va être encore plus terrible, puisque Jason de retour assassinera une trentaine d'adolescents et adultes, faisant de l'été 1984 l'été le plus sanglant de tous les temps pour celui-ci. Mais il mourra cependant durant cet été puisqu'il sera en effet tué puis enterré par Tommy et Trish durant sa folie meurtrière.
Nous sommes donc désormais 5 ans après le meurtre de Jason, et malheureusement, de nouveaux meurtres ont vu le jour dans la région où Jason avait l'habitude de chasser. Les autorités, complètement apeurées par ce possible retour de Jason, vont donc enquêter, on finira par se rendre compte que le tueur est au final un ambulancier nommé Roy Burns. Un jeune ambulancier qui avait commencé à copier le tueur après la mort de son fils des mains de Jason. Heureusement pour nous, il sera tué par Tommy, le jeune homme qui avait autrefois tué Jason avec l'aide de sa sœur. Notre Tommy, toujours traumatisé par le tueur du vendredi, va décider de se rendre au cimetière d'Eternal Peace avec son ami Alan, pour pouvoir incinérer le corps de Jason et mettre fin à toutes ses peurs. Malheureusement, déterrant celui-ci, des phénomènes mystérieux se sont produits et Jason fut ressuscité. Il se leva donc de sa tombe et élimina directement Alan. Et concernant notre pauvre Tommy, eh bien, il prit la fuite. De nouveau sur pied, Jason assassina une nouvelle fois tous ceux qu'il trouvait sur son passage. Heureusement pour nous, notre Tommy trouva encore le moyen de coincer Jason puisqu'il attira celui-ci vers son bateau et réussit à l'incendier et l'enchaîner pour pouvoir l'emprisonner à jamais dans le lac. Bon, vous vous en doutez, Jason c'est un personnage qui a toujours de la veine. Et devinez quoi, eh bien il réussit quelques moments après à sortir de ce fameux tombeau aquatique, et bien évidemment, toujours par accident. Puisqu'en effet, celui-ci va réussir à se détacher de ses liens grâce à Tina Shepard, qui grâce à ses pouvoirs psychiques va ressusciter Jason alors qu'elle tentait juste de ressusciter son père qu'elle avait tué quelques années auparavant par accident. Bon, maintenant vous connaissez la chanson, Jason a de nouveau commis un massacre avant de faire un duel avec Tina, où celle-ci réussira à nouveau envoyer Jason dans les profondeurs de Crystal Lake. Quelques temps après, notre tueur du vendredi aura encore une fois de la chance puisqu'il sera emmené par l'ancre d'un yacht, ce qui lui permettra d'une part de monter à bord de celui-ci, d'assassiner l'équipage et de se retrouver quelques temps après sur le SS Lazarus, un navire de croisière qui conduisait des élèves et des professeurs du lycée de Lakeview. Heureusement pour nos étudiants, ils réussirent à échapper à Jason grâce au bateau de sauvetage, mais Jason, les voyant s'échapper, décida de les suivre à la nage jusqu'à New York, où il les massacrera un par un à l'exception de Sean et Rennie qui réussirent à attirer Jason dans des égouts et où ils lui jetèrent des déchets toxiques, faisant fondre en quelque sorte le visage de Jason, et où au même moment une vague de boue emmena Jason loin, très loin. Ayant dérivé dans les égouts avec la boue jusqu'à Crystal Lake, car oui c'est magique, Jason se retrouve toujours à Crystal Lake et là vous connaissez la chanson, il s'est fait tuer, bon cette fois-ci violemment, puisqu'il s'est fait cribler de balles par toute une unité de membres du FBI. Enfin bref, il fut ressuscité à nouveau puisqu'il hypnotisa un homme avant de prendre possession de son corps et enchaîna de nombreux crimes comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, Jason sera envoyé bel et bien en enfer puisque celui-ci sera tué par un poignard magique qui fera en sorte qu'il aille directement aux enfers. Une fois en enfer, d'ailleurs celui-ci étant pour Jason une reconstitution exacte du camp de Crystal Lake avec des victimes assassinées encore et encore, son enfer sera de courte durée puisqu'en effet celui-ci sera ressuscité miraculeusement par Freddy en échange d'un massacre à commettre à Springwood. Bon, bien évidemment, Jason n'était pas au courant que c'était Freddy qui était déguisé en sa mère, sinon bien évidemment qu'il n'aurait jamais commis tous ces actes. Bon, ça en est suivi un duel intense par la suite entre Freddy et Jason, ce qui résulta d'une victoire pour Jason. Nous sommes donc 5 ans après la bataille entre Jason et Freddy. Le gouvernement est actuellement à la recherche du Necromicon, qui a en gros le livre des morts et qui a pour spécificité de permettre à son détenteur d'avoir un important pouvoir. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Jason, lui, va devoir récupérer ce fameux livre afin de se débarrasser de Freddy. Sauf que pas de chance pour lui, Ash est lui aussi sur le coup et va donc stopper Jason et Freddy, qui lui se fera dépouiller de ses pouvoirs et sera envoyé directement en enfer. Nous sommes donc désormais en 2008, Jason s'est fait enlever par le gouvernement et a été condamné pour au moins plus de 200 meurtres, où il sera par la suite cryogénisé en 2455 et où il se réveillera faisant un dernier massacre avant d'être anéanti à jamais. Voilà tout concernant l'histoire de Jason Voorhees. Mais bon, revenons quand même un peu plus en détail sur la saga Vendredi 13. La saga est donc, vous l'aurez compris, une saga novatrice dans ses débuts, et plus particulièrement dans le genre slasher. Même si je vous cache pas que les 3 premiers volets, qui sont les plus innovants entre guillemets pour leur époque, selon moi, ont très mal vieilli. Car oui, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes en 1978, soit 2 ans avant la sortie du premier volet. Un certain Carpenter vient tout juste de marquer les esprits à jamais avec son film culte Halloween, la nuit des masques. Et même si le film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse, sorti 4 ans auparavant, a lui aussi marqué les esprits, il faut bien comprendre qu'avec Halloween, Carpenter relance les slashers. Le genre est à son apogée.
Et c'est donc durant cette période qu'un producteur du nom de Sean S. Cunningham et son scénariste vont avoir une idée génie, faire un slasher s'inspirant partiellement d'Halloween, sauf qu'à la différence de Carpenter, ils vont décider d'appliquer la technique du whodunit à leur scénario et vont donc proposer un décor complètement différent, beaucoup plus effrayant, et sachant que la date du 31 octobre restera jamais collée à Michael Myers, il a donc fallu trouver une autre date marquante, et quoi de mieux que la date porte-malheur du vendredi 13 pour marquer les esprits. Bon, la suite vous la connaissez, le film fait un carton, devient l'un des slashers les plus connus et appréciés. Un an plus tard, suite au succès du premier opus, une suite est commandée, et quoi de mieux que faire une suite, mais attention, cette fois-ci il s'agit juste de reprendre la même recette que le premier opus, à savoir du sexe, des ados complètement débiles et un tueur sanguinaire inarrêtable. Et le film sera donc un épisode marquant puisqu'il marquera l'entrée de Jason Voorhees en tant que personnage principal. Le film sera un gros succès et aura le droit un an après à une suite qui sera un gros succès également et l'un des opus les plus importants de la saga puisque c'est dans celui-ci que Jason aura pour la première fois son fameux masque de hockey. Pour le reste de la saga, eh bien tous les autres épisodes ne seront pas autant un succès, notamment à cause de leur répétitivité scénaristique, ce qui a fait qu'au fur et à mesure la saga a une réputation de saga nanardesque. Mais globalement, ce que nous pouvons retenir c'est que la saga a eu des hauts et des bas, et que les 3 premiers opus restent incontestablement des monuments du cinéma, plus particulièrement dans la catégorie slasher. Les premiers opus Vendredi 13 restent donc des opus que je vous conseille de visionner pour leur histoire dans le cinéma, malgré le fait qu'ils aient très mal vieilli, je vous l'accorde. C'était donc The Cinévore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter, c'est très important, allez voir la page Facebook et sur ce je vous dis à plus.